Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Les profondes difficultés des entreprises de presse étaient au cœur d'une table ronde à Cotonou initiée par le CNP à Bénin. La rencontre a permis de réfléchir aux maux qui minent la presse béninoise et d'y apporter des solutions. Aujourd'hui, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, une occasion pour rendre hommage aux fondateurs de ce mouvement et célébrer la fraternité. Et si les sociétés multilingues et multiculturelles existent à travers leur langue qui transmettent et préservent les savoirs, quelle est alors la place du développement à travers la promotion des langues maternelles? On en parle. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a procédé le vendredi dernier à Cotonou à l'ouverture officielle des travaux de la table ronde des médias relatifs aux difficultés des entreprises de presse dont le thème est « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». Au cours de cette rencontre, il était question de se pencher sur comment promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. On fait le point avec Émile Azokota. Après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse de 2002 et 2014, le monde des médias béninois s'est une fois encore donné rendez-vous cette année. Des états généraux qui marquent un tournant décisif sous le thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pouvant insuffler une nouvelle dynamique et ouvrir d'heureuses perspectives à leur secteur. Pour y parvenir, de larges horizons seront explorés. Des décisions et résolutions hardies seront adoptées. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des deux états généraux pour un nouveau départ. Depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNP à Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse du Bénin ont initié cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Nous voudrions notamment noter ou demander déjà ici au patron de déjà commencer par appliquer la convention collective. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, nous allons également demander à ce que les patrons nous aident à permettre à ce qu'il y ait une assurance santé pour les professionnels des médias. Parce que si le professionnel des médias n'est pas en bonne santé, l'organe de presse aurait eu tous les moyens pour fonctionner, qu'elle ne fonctionnera pas certainement. Le rôle éminemment primordial de la presse béninoise, depuis l'historique conférence nationale, en passant par toutes les étapes importantes qui ont ponctué l'existence de cette nation, lui valent bien une attention plus soutenue des gouvernants de ce pays. Le CNPA Bénin entend tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale pour la prise en charge des journalistes en cas de maladie et améliorer les conditions de travail des organes de presse. Ce 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme appelée encore Thinking Day. Dans le monde entier, les scouts témoignent de leur engagement, se rappellent de leurs promesses, du devoir de service qui en découlent et font hommage à leur fondateur, le célèbre Lord Robert Baden-Powell. Le scoutisme, une école de la rencontre au-delà des différences, c'est un élément de Ézéchiel Rankpé et Ulvaeus Balogun.
On les reconnaît par leur uniforme. Chemise, manches courtes ou longues selon les grades, avec des épaulettes, foulard noué au cou, corroboré par un insigne à fleur de lys, à 3 pétales et entouré d'un cordon. Eux, ce sont les scouts. Un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. Lorsqu'on rentre dans le scoutisme, on apprend la vie, avec tout le mécanisme complexe de la vie. Le scoutisme vous prend, vous aide à mieux vous comporter dans la société, vous donne les outils de base qui vous permettront de mieux vivre en société et vous conduit jusqu'à l'âge adulte. Né de la volonté de Baden-Powell de mettre chaque jeune au centre de ses apprentissages, le scoutisme donne l'occasion aux jeunes de développer leur caractère personnel et leur esprit d'initiative. Et cet apprentissage commence ici lors des camps scouts. Ce rassemblement est une expérience unique au cours de laquelle les scouts répartis en équipes apprennent à vivre en collectivité et à collaborer, les plus grands veillant sur les plus petits, de sorte à développer leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en groupe. Le scoutisme apprend à l'enfant à se prendre lui-même en charge, sur le plan corporel, sur le plan de la santé, etc. Le scout s'engage à aider son prochain en toutes circonstances et en tout lieu. Il y a une valeur vraiment importante au scoutisme, c'est le service. Tu ne peux pas dire que tu es scout si tu ne sers pas l'autre. C'est la première marque de visibilité sur le scout. C'est comment il arrive à apporter un service à son prochain. Servir, être tolérant et apprendre à être ami malgré les différences, autant de valeurs mises au service de l'éducation des scouts et qui peuvent s'avérer nécessaires dans la vie professionnelle. Je peux dire que le premier boulot que j'ai eu, si je n'avais pas fait de scouting, ça m'aurait été compliqué. Parce que j'étais très jeune, diplômé, je n'avais aucune expérience, mais c'est comme ce boulot était dans la protection des enfants, de l'accompagnement des enfants, et puis leur démontrer que j'ai de l'expérience. Étant donné que ça me faisait plus de 10 ans de temps où j'encadrais des jeunes. Donc quand j'ai pu démontrer ça, et que j'ai pu prouver que j'ai suivi des formations, et qu'après les formations, j'ai encadré des jeunes de façon bénévole pendant un certain nombre d'années, j'étais considéré comme quelqu'un qui avait de l'expérience. À ce jour, le scoutisme est présent dans tous les départements du Bénin, avec plus de 20 000 jeunes en activité chaque année. Et puis, plus de 60 ans après les indépendances, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont comme langue officielle l'anglais, le français, l'espagnol ou encore le portugais. Cela au détriment des langues maternelles qui, dans la plupart des cas, ne sont ni enseignées dans le système éducatif formel, ni utilisées dans l'administration, ce qui pose un réel problème d'extinction de ces langues. Charles Ligan était l'invité de Ulvaeus Balogun. Suivez plutôt. La langue maternelle, c'est la langue de première socialisation. C'est la langue dans laquelle l'enfant a, dès sa première enfance, conceptualisé le monde. C'est la langue qui a bercé l'enfance. C'est la langue dans laquelle l'enfant a appris à prendre conscience de sa vie, de son être et de son environnement. Et cette langue, il ne faut pas qu'on se leurre. Cette langue peut être une langue patrimoniale, c'est-à-dire une langue de papa ou de maman, mais ça peut être également une langue exogène. Une langue qui n'est pas du tout la langue de papa ni la langue de maman. Ah d'accord. Voilà. Ok, donc autrement dit, la langue française peut être une langue maternelle. Absolument, la langue française peut être la langue maternelle de certaines personnes et il en est ainsi. Seulement ce que nous déplorons, c'est que lorsque vous êtes né au Bénin, vous êtes béninois de père et de mère et que vous devez transmettre le français comme première langue à votre enfant, c'est un peu déplorable. Parce que la langue maternelle, c'est une langue acquise, elle n'est pas apprise. Lorsque nous étions
sous la révolution marxiste-léniniste dans ce pays, où l'enfant qui vient à l'école pour la première fois est accueilli par la maîtresse ou le maître de l'école maternelle dans sa langue maternelle, il n'y avait aucun souci à ce moment-là. On parlait de Césée, centre d'éveil et de stimulation de l'enfance. Et les enfants de cette époque-là, on sait ce qu'ils sont devenus après, quand bien même ils n'avaient jamais parlé le français à la maison. Ils ont été accueillis dans leur langue maternelle à l'école avant de commencer plus tard par apprendre le français, et tout doucement. C'est tout un processus. Mais lorsque aujourd'hui nous violentons nos enfants, nous les brutalisons, lorsqu'ils viennent à l'école et que la maîtresse ou le maître doit commencer par lui donner le savoir dans une langue qui est totalement étrangère à cet enfant, qui est totalement étrangère à son milieu et à son vécu, il va de soi que des chocs psychologiques, cognitifs puissent être mis en branle dans son cerveau. Et à partir de ce moment déjà, nous sommes en train d'ouvrir la voie tout doucement à des crétins. Qu'est-ce qui explique les échecs répétitifs aujourd'hui en matière d'introduction des langues maternelles dans le système éducatif? Lorsque nous avons commencé par expérimenter cette introduction des langues dans le système éducatif formel en 2013-2014 avec 6 langues, puis en 2014-2015 avec 4 autres langues, il aurait fallu que ce soit des sachants, que ce soit des spécialistes du domaine qui accompagnent le processus. Un alphabétiseur n'est pas un formateur de formateur, ce n'est pas possible. Un alphabétiseur n'est pas linguiste, il ne peut pas prendre la place d'un linguiste, ce n'est pas possible. Et pour faire ce travail, ce genre de travail, non seulement qu'il faut avoir les acquisitions pédagogiques et les compétences qu'il faut, mais il faut également avoir la facilité donc de les transmettre. Il faut avoir la maîtrise de la langue en question. Autre information dans ce journal, hors du Bénin, 47 000 hectares, c'est la superficie forestière qui aurait été défrichée en Côte d'Ivoire durant l'année 2020 à des fins de production de cacao selon les données publiées par l'organisation environnementale américaine Mighty Earth. Pour aboutir à cette conclusion, l'ONG a utilisé la carte de responsabilité du cacao 3.0 qui couvre 2000 coopératives tout en intégrant une base de données sur le cacao permettant aux utilisateurs de suivre l'évolution de la déforestation. Ces nouveaux résultats sur la déforestation liée au cacao témoignent des efforts insuffisants menés par les parties prenantes contre le phénomène, en dépit des engagements pris dans ce sens dans le cadre de la feuille de route Initiative Cacao et Forêt ICF en 2017. Pour rappel, selon les données du gouvernement, le pays a vu sa superficie forestière passer de 17 millions d'hectares en 1960 à 3 millions d'hectares actuellement. Pour enrayer le phénomène, l'exécutif applique depuis 2020 une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension d'un coût total de plus de 600 milliards de francs CFA. Et nous restons en Côte d'Ivoire pour parler de l'utilisation du plastique recyclé pour construire des écoles. C'est le projet soutenu par l'UNICEF qui a décidé de s'allier à une entreprise de recyclage. Un projet écolo, mais qui vise aussi à pallier au manque de salles de classe à Abidjan, une ville qui produit 300 tonnes de déchets par jour. L'initiative génère aussi des revenus pour les familles les plus vulnérables. Reportage. Du plastique à tous les coins de rue, Abidjan se noie sous le polluant matériau. Dans cette décharge, des petites mains trient les déchets et récupèrent le plastique. C'est leur gagne-pain. Depuis quelques mois, leurs conditions se sont améliorées. On est rentré dans une société, franchement, c'est très intéressant, c'est bon. C'est très bon même. Les revenus de ces femmes ont plus que doublé depuis qu'elles livrent le plastique récolté à un client unique, l'entreprise colombienne Conceptos Plasticos. Inaugurée l'année dernière, l'usine transforme les déchets plastiques en matériaux de construction. Vous voyez tout le type de plastique ici. Voilà. Parce que là, maintenant, on va le broyer et on va maintenant là-bas le densifier pour pouvoir l'utiliser maintenant dans notre procédé de fabrication. Le produit fini, des colonnes et des briques en plastique. Un matériau bon marché, plus résistant et plus léger que les briques traditionnelles. Toute la production est destinée à l'UNICEF pour construire des salles de classe. Il y a un manque de salles de classe en Côte d'Ivoire et l'une des raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école, c'est à cause de ce manque de classes ou parce qu'elles sont bondées. Dans ce quartier d'Abidjan, juste à côté de l'ancien bâtiment, une salle toute neuve a vu le jour. Les enfants, ça va bien? Principal avantage selon ce professeur, le plastique isole mieux que le béton. Lorsque nous rentrons dans la classe, il fait moins chaud, contrairement au bâtiment ordinaire. Il y a de l'air,
on est vraiment à l'aise lorsque nous dispensons le cours. L'UNICEF a déjà construit 61 salles de classe en plastique recyclé à travers le pays et de nouvelles sortes de terre chaque mois. Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.